Ma main tremblait, en tenant le téléphone, lorsque l'écran froid me montrait ces mots cruels. Votre numéro a été bloqué par le destinataire. J'ai réessayé, et encore une fois, le même message impitoyable m'y transperçait le cœur comme une lame tranchante. Mon fils m'avait bloqué. Richard, le garçon que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois, que j'ai allaité pendant des nuits blanches, que j'ai protégé de tous les dangers du monde, avait effacé mon existence de sa vie d'un simple toucher sur l'écran. Là, dans la cuisine vide de ma maison, avec le café qui refroidissait sur la table et le soleil du matin entrant par la fenêtre comme si de rien n'était, j'ai senti mon monde s'écrouler. Ce n'était pas seulement un blocage, c'était l'effacement de 32 ans d'amour inconditionnel, de sacrifices innombrables, d'une vie entière dédiée à être une mère. Et le pire était encore à venir, découvrir que ce n'était pas son idée. Il était 8 heures du matin d'un mardi ordinaire lorsque j'ai essayé d'appeler Richard pour la première fois ce jour-là. C'était l'anniversaire de son père, mon ex-mari, et je voulais juste organiser les détails de la visite que nous ferions ensemble au cimetière. Une tradition que nous maintenions depuis 5 ans, depuis que nous avions perdu Antoine à cause d'une crise cardiaque foudroyante. Mais l'appel n'a pas abouti. J'ai pensé que c'était un problème de réseau. J'ai essayé WhatsApp. Sa photo de profil avait disparu. Sa dernière connexion n'apparaissait plus. Les 2 messages que j'ai envoyés sont restés avec une seule coche grise, non livrée. Mon cœur s'est emballé. J'ai essayé de rappeler. C'est alors que j'ai vu « Votre numéro a été bloqué par le destinataire ». Les mots dansaient devant mes yeux embués. Je me suis assis sur la chaise de la cuisine, cette même chaise où Richard faisait ses devoirs pendant que je préparais le dîner il y a des années, et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles d'Antoine. Mais cette fois, la douleur était différente, plus profonde, plus solitaire. C'était la douleur de l'abandon volontaire, du rejet conscient, de l'amour jeté. Je me souviens comme si c'était hier du jour où Richard est né. J'avais seulement 21 ans, fraîchement marié, sans famille à proximité. Mes parents étaient décédés dans un accident quand j'avais 18 ans, et avec une peur immense de ne pas être assez bonne. Antoine travaillait comme camionneur et était absent pendant des semaines. Ce furent des mois de solitude intense, des nuits passées à veiller sur un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer, des jours où j'avais à peine le temps de prendre une douche parce que Richard avait besoin d'une attention constante. Je n'avais personne à qui demander de l'aide. Je n'avais pas de mère pour m'accueillir, de sœur pour partager la charge, d'amis assez proches pour venir au milieu de la nuit. C'était moi et mon fils contre le monde. Et c'est ainsi que nous sommes devenus inséparables. Chaque étape de sa vie a été vécue intensément par moi. J'ai appris à faire des pansements quand il est tombé de vélo et s'est écorché le genou. J'ai passé des nuits à étudier les mathématiques pour l'aider avec ses examens. J'ai travaillé comme couturière à domicile, penchée sur la machine jusqu'à des heures tardives, pour qu'il puisse fréquenter une bonne école. Quand Antoine est mort, Richard avait 27 ans et venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur. C'est sur mes genoux qu'il s'est effondré de douleur. Ce sont mes bras qui l'ont serré dans mes bras quand il n'arrivait pas à arrêter de pleurer aux funérailles. Et c'est à moi qu'il a promis, maman, maintenant c'est moi qui prends soin de toi. Je ne te laisserai jamais seul. Les promesses ont une date de péremption quand une nouvelle femme entre dans la vie d'un fils. Bruno est apparu 6 mois après la mort d'Antoine. Richard l'a rencontré lors d'une soirée d'entreprise où il travaillait. Elle était superviseure du service administratif, de 5 ans son aîné, divorcée, avec une attitude ferme et un regard calculateur qui m'a mise mal à l'aise dès la première rencontre. Quand Richard l'a amené dîner à la maison pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la façon dont elle regardait autour d'elle. Ce n'était ni de l'admiration ni de la curiosité, c'était une évaluation, comme si elle mesurait la valeur de chaque objet, calculant l'espace que cette maison occupait dans la vie de mon fils. Pendant le dîner, elle a à peine touché à la nourriture que j'avais préparée avec tant de soin, un risotto aux crevettes qui était le plat préféré de Richard. Elle a commenté qu'elle essayait de garder la ligne et que les plats trop élaborés étaient du passé. Elle a souri en disant cela, mais ses yeux sont restés froids. Richard n'a rien remarqué. Il était enchanté, complètement envoûté par cette femme qui parlait avec assurance d'investissement, de carrière et de projets pour l'avenir. Des projets qui, ai-je noté avec un serrement de cœur, ne semblaient pas inclure beaucoup de place pour une belle-mère veuve. Les mois suivants ont été une lente et douloureuse transformation. Richard a commencé à moins venir.
Les appels quotidiens sont devenus hebdomadaires. Quand j'appelais, il était souvent occupé ou en réunion. Bruno était toujours là. Je pouvais l'entendre en arrière-plan, sa voix murmurant des choses que je n'arrivais pas à distinguer. Les rares fois où nous nous sommes rencontrés, elle dominait les conversations, parlant des changements qu'ils apportaient. Dans le nouvel appartement qu'ils avaient acheté, ils parlaient de voyages qu'ils planifiaient, de l'importance pour un couple d'avoir son propre espace et d'établir des limites saines avec la famille. Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing. Des limites saines. Comme si mon amour de mère était quelque chose de toxique, quelque chose dont mon fils avait besoin de se protéger. J'ai essayé d'en parler avec Ricardo, j'ai organisé un déjeuner juste nous deux, sans Bruna. Il a accepté, mais est arrivé en retard et pressé, regardant constamment son téléphone portable. Quand j'ai essayé de lui dire combien il me manquait, combien je voulais faire partie de leur vie de manière plus présente, il a soupiré de fatigue et a dit « Maman, tu dois comprendre que je suis adulte maintenant. J'ai ma propre famille. Bruna trouve que tu appelles trop, tu apparais trop, tu t'immisces trop. Chaque trop a été un coup de couteau. Ma présence, qui autrefois était accueillie et désirée, était devenue une nuisance. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard, lors d'une petite cérémonie froide. Je n'ai pas participé à l'organisation. Bruna a clairement indiqué qu'elle voulait quelque chose d'intime et de moderne, sans excès émotionnel, une référence claire à ma façon plus traditionnelle et chaleureuse de célébrer les moments importants. Le jour du mariage, j'ai porté la plus belle robe que j'avais, celle en soie bleue que j'ai achetée avec l'argent que j'ai économisé pendant des mois. J'ai essayé de sourire sur les photos, j'ai essayé d'embrasser mon fils avec la même naturelle qu'avant. Mais quand je me suis approchée de Ricardo pour lui dire à quel point j'étais heureuse pour lui, Bruna s'est interposée rapidement, le tirant pour saluer d'autres invités. Lors des photos officielles, sa famille a occupé une place de choix. J'étais au deuxième rang, presque caché derrière des oncles et des cousins que je connaissais à peine. Quand le photographe a suggéré une photo juste de Ricardo et moi, Bruna a levé les yeux au ciel discrètement et a commenté assez fort pour que je l'entende. Dépêchons-nous, on a encore beaucoup de photos à prendre. C'était humiliant. Je suis rentrée seule à la maison ce soir-là, sentant pour la première fois que j'avais perdu mon fils, non pas à cause de la mort, mais à cause de quelque chose de pire, à cause de l'indifférence calculée de quelqu'un qui avait besoin de l'effacer du passé pour le contrôler dans le présent. Si vous suivez cette histoire et qu'elle vous touche d'une manière ou d'une autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers de femmes vivent des silences similaires, des amours rejetés, des sacrifices oubliés. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de témoignages comme celui-ci, des histoires vraies de douleur et de dépassement de soi qui nous rappellent qu'il y a toujours un chemin de retour vers nous-mêmes, même quand tout semble perdu. Les mois qui ont suivi le mariage ont été marqués par un éloignement progressif. Ricardo a cessé de répondre à mes appels fréquemment. Quand il répondait, les conversations étaient courtes, sans profondeur. « Je vais bien, maman. Occupé avec le travail, on se reparle plus tard. » Et il raccrochait. Les visites ont cessé complètement. J'allais à leur appartement de temps en temps, apportant des plats préparés avec les plats que Ricardo adorait, de petits cadeaux, juste pour le voir quelques minutes. Mais Bruna trouvait toujours un moyen d'écourter mon séjour. Ah, dommage, on allait sortir. Ou Ricardo est fatigué, je pense qu'il vaut mieux qu'il se repose. Une fois, j'ai entendu Bruna parler au téléphone avec quelqu'un pendant que j'attendais que Ricardo se change. Elle ne savait pas que j'étais dans le salon. « Je n'en peux plus de cette belle-mère collante », disait-elle irritée. « On dirait qu'elle n'a pas de vie propre. Elle n'arrête pas d'appeler, d'arriver sans prévenir. J'ai déjà dit à Ricardo qu'il doit poser des limites. Sinon elle va nous aspirer pour toujours. » Mon sang s'est glacé. Collante. C'est ainsi qu'elle me voyait. Une menace, un poids, quelque chose qui devait être coupé de la vie de mon fils pour qu'elle puisse avoir le contrôle total. Et le pire, j'ai réalisé que Ricardo écoutait. Il n'a rien dit, il ne m'a pas défendu. Il a simplement acquiescé avec un grognement et a continué à se préparer. Dans les jours qui ont suivi cet épisode, j'ai essayé de prendre un peu de distance. Peut-être que Bruna avait raison, peut-être que j'étais étouffante. Après tout, Ricardo était adulte et avait droit à sa propre vie. Alors j'ai diminué les appels. J'ai arrêté d'aller à leur appartement sans prévenir. J'ai attendu qu'ils prennent l'initiative de me contacter, mais il ne l'a pas fait. Les semaines se sont transformées en mois, et le silence s'est installé comme un hôte indésirable dans ma vie. Jusqu'à ce que nous arrivions à ce mardi fatal, jour de l'anniversaire d'Antonio,
où j'ai découvert que ce n'était pas seulement de l'éloignement, c'était de l'exclusion délibérée, blocage, effacement. Assise dans la cuisine vide, avec le téléphone portable toujours à la main, et les larmes coulant sur mon visage, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas simplement accepter cela. Pas après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai sacrifié, tout l'amour que j'ai dédié. Je méritais au moins une explication. Je méritais de regarder mon fils dans les yeux et d'entendre de lui pourquoi j'étais devenu indigne, même d'un appel téléphonique. J'ai pris les clés de la voiture et j'ai conduit jusqu'à leur appartement. Mon corps tremblait intensément. Voici la traduction du bloc 3/5 en français, en respectant fidèlement le contenu original, sans le résumer, le réécrire ou y ajouter quoi que ce soit, et en préservant le format et la ponctuation. Héros en montant dans l'ascenseur. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai sonné, rien. J'ai sonné à nouveau. Silence. J'étais sur le point d'abandonner quand la porte s'est ouverte, et Bruna est apparue, avec une expression d'agacement à peine dissimulée. Qu'est-ce qu'il y a encore? A-t-elle demandé sans même une salutation. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai dit avec la voix la plus ferme que j'ai pu, j'ai besoin de parler à mon fils. Elle a croisé les bras et a bloqué l'entrée. Ricardo travaille. Et sincèrement, je pense que vous avez besoin de temps séparé. J'ai senti le sang me monter à la tête. Du temps séparé, je suis sa mère. Il m'a bloqué sur son téléphone et n'a même pas eu le courage de me donner une explication. J'exige de lui parler. Bruna a soupiré dramatiquement, comme si elle avait affaire à un enfant capricieux. C'était mon idée, oui. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne respectez pas les limites. Vous appelez tout le temps, vous exigez de l'attention. Vous faites du chantage affectif. Ricardo a besoin d'espace pour vivre sa vie sans avoir à vous rendre des comptes à chaque minute. Ces mots étaient du venin pur. Chantage affectif. Je veux juste faire partie de la vie de mon fils. Elle a fait un sourire cynique. Non. Vous voulez le contrôler. Vous voulez qu'il reste votre bébé qui a besoin de maman pour tout. Mais il a grandi. Il a une épouse maintenant. Et je ne vais pas permettre que vous gâchiez notre mariage avec cet attachement maladif. Avant que je puisse répondre, Ricardo est apparu derrière elle. Mon cœur a fait un bond d'espoir. Enfin nous pourrions parler. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement brisé de la honte. Il avait honte de moi. Maman, s'il te plaît, ne fais pas de scène, a-t-il dit à voix basse, en évitant mon regard. Une scène? J'essaie de comprendre pourquoi mon fils m'a bloqué sans même une conversation. Il a avalé sa salive. Bruna a raison. Vous appelez trop. Vous arrivez sans prévenir. Vous exigez des visites, comme si j'y étais obligé. C'est épuisant. J'ai besoin d'espace. Chaque mot était un coup de marteau dans ma poitrine. De l'espace, Ricardo. Je t'ai élevé seul pendant que ton père voyageait dans tout le pays. Je t'ai allaité, je me suis occupé de toi quand tu étais malade. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent pour te donner une éducation. Et maintenant tu me dis que j'exige trop, que mon amour est étouffant. Bruna a interrompu avec âpreté. Vous voyez, c'est exactement le problème. Elle vous jette à la figure tout ce qu'elle a fait, comme si vous lui étiez éternellement redevable. C'est de la manipulation classique. Je l'ai regardé avec une intensité qui l'a fait reculer d'un pas. Vous n'avez pas d'enfant. Vous ne savez pas ce que c'est que de renoncer à soi-même pour rendre une autre personne heureuse. Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer sans rien demander en retour. Mais un jour vous découvrirez qu'éloigner une mère de son fils, ce n'est pas de la protection, c'est de la cruauté pure. Ricardo a finalement levé les yeux, et j'ai vu une fissure dans cette façade d'acquiescement. Quelque chose en lui a vacillé. Mais Bruna a été rapide. Elle a posé sa main sur son bras, possessive, et a dit « Mon amour, tu n'as pas besoin d'entendre ça. On va fermer la porte. » Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La porte s'est fermée sur moi avec un bruit sourd qui a résonné dans le couloir vide. Je suis resté là, pétrifié, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Mon fils avait choisi une femme manipulatrice qui disait du mal de moi dans mon dos au lieu de la mère qui avait donné sa vie entière pour lui. Il avait choisi le confort de l'omission au lieu du courage de la vérité. Je suis descendu dans l'ascenseur en état de choc. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez moi en pilote automatique. Quand je suis arrivé, je me suis effondré sur le canapé et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. J'ai pleuré la perte, l'injustice, la solitude qui semblait ne pas avoir de fin. Et puis, au milieu de la douleur la plus profonde, quelque chose à l'intérieur de moi a commencé à changer. Une voix petite, mais ferme a murmuré
tu ne mérites pas ça, tu vaux plus que ce traitement. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pris une décision difficile mais nécessaire, j'allais vraiment prendre mes distances. Non pas par abandon, mais par amour propre. Si mon fils avait besoin d'espace, je lui en donnerais, mais je n'attendrai pas en souffrant, en me rabaissant. J'allais vivre ma propre vie, retrouver la femme qui existait avant d'être seulement une mère. Cette femme qui avait des rêves, des talents, des volontés propres. J'ai recommencé à fréquenter le cours de broderie que j'avais abandonné il y a des années. J'ai accepté l'invitation de vieilles amies pour un groupe de marche. J'ai commencé une thérapie pour traiter la douleur et apprendre à mettre des limites saines, de vraies limites, pas celles manipulatrices que Bruna imposait. Lentement, jour après jour, je me suis reconstruite. La douleur n'a pas disparu. Elle était toujours là, lancinante, à chaque fois que je voyais son numéro bloqué sur mon téléphone. Mais j'ai appris à ne pas laisser cette douleur me définir. J'étais plus que la mère rejetée. J'étais une femme forte, capable, digne d'amour et de respect. 3 mois se sont écoulés. J'étais à une exposition de broderie au centre culturel de la ville quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu avec appréhension. Madame Claudia, a demandé une voix féminine. Oui, qui est à l'appareil? Je suis Patricia, la sœur de Bruna. Tout mon corps s'est mis en alerte. Excusez-moi, appelez comme ça, mais j'ai besoin de vous parler de votre fils. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une pause. Rien de grave. Mais il faut que vous sachiez certaines choses sur ma sœur. Des choses que votre fils ne sait probablement pas. Nous avons convenu d'aller prendre un café le lendemain. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une femme élégante, au visage grave. Elle n'a pas perdu de temps. Ma sœur a un schéma. Elle a fait la même chose avec son premier mari. Elle l'a éloigné de sa famille. Elle a contrôlé chaque aspect de sa vie. Elle l'a manipulé jusqu'à ce qu'il devienne complètement dépendant d'elle. Quand il a essayé de réagir, elle l'a fait se sentir coupable de tout. Le mariage s'est terminé et il a mis des années à s'en remettre. Mon estomac s'est noué. Pourquoi vous me racontez ça? Patricia m'a regardé avec sincérité. Parce que je vois la même chose se produire avec Ricardo. Et parce que, contrairement à la famille de son ex-mari, vous semblez vraiment vous en soucier. J'ai des preuves, des messages qu'elle a envoyés à des amis parlant de son plan pour l'isoler. Des enregistrements où elle rit de vous, vous traitant de vieille femme nécessiteuse et inutile. J'ai pensé que vous méritiez de savoir avec qui votre fils s'est marié. Mon esprit tournait à une vitesse vertigineuse. Patricia m'a remis une clé USB. Tout est ici. Utilisez-le comme vous le souhaitez. N'impliquez juste pas mon nom. Je ne peux pas perdre ma sœur complètement, mais je ne peux pas non plus la regarder détruire une autre famille. Je suis rentré chez moi en état de choc. J'ai mis la clé USB dans l'ordinateur. Ce que j'ai vu m'a donné la nausée. Des messages de Bruna à des amis se moquant de moi, m'insultant, planifiant chaque étape pour éloigner Ricardo. Si je la laisse s'approcher, il ne sera jamais complètement à moi, disait un message. Dans un autre, je l'ai déjà convaincu que sa mère est toxique. Encore quelques mois, et il coupera complètement les ponts. Il y avait aussi des audios. Dedans, Bruna imitait ma voix larmoyante, se moquait de mes tentatives de rapprochement, se vantait d'avoir le contrôle total sur Ricardo. Il fait tout ce que je lui dis. C'est pathétique comme il est facile de manipuler un homme qui est attaché à sa mère. J'ai ressenti de la rage, une rage profonde et juste, mais j'ai aussi ressenti de la clarté. Je n'allais pas utiliser ces preuves pour détruire Bruna, j'allais les utiliser pour libérer mon fils. J'ai copié les fichiers et je les ai envoyés par email à Ricardo. Pas avec colère, pas avec vengeance, juste avec un message simple. Mon fils, tu mérites de savoir avec qui tu es marié. Je t'aime trop pour te laisser vivre un mensonge. Tu n'as pas besoin de me répondre maintenant. Mais quand tu seras prêt, je serai là, je serai toujours là. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai attendu. Les heures ont passé, rien. Les jours, rien. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné au milieu de la nuit. C'était Ricardo. Sa voix était brisée, méconnaissable. Maman, pardon, pardon pour tout. J'ai écouté, j'ai vu, je sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. Il pleurait, il m'a manipulé. Elle a mis des idées dans ma tête. Il m'a fait croire que c'était toi le problème alors que, en fait, mon Dieu, maman, qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai respiré profondément pour retenir mes propres larmes. Tu as été trompé, mon fils, par quelqu'un qui dit t'aimer, mais qui veut seulement te contrôler. Mais maintenant tu sais la vérité, et c'est à toi de décider ce que tu vas en faire.
Ricardo a demandé le divorce la semaine suivante. Bruna ne l'a pas accepté facilement. Elle a essayé de renverser la situation, l'accusant d'être immature, collé à sa mère, incapable d'être un vrai homme. Mais cette fois, Ricardo ne s'est pas laissé manipuler. Il a montré les preuves, il a confronté chaque mensonge. Et quand tout a été terminé, quand les papiers ont été signés, et qu'elle est finalement sortie de sa vie, mon fils est apparu à ma porte. Il n'a rien dit, il m'a juste serré dans ses bras, et a pleuré. Il a pleuré comme il n'avait pas pleuré depuis son enfance, et je l'ai accueilli, parce que c'est ce que font les mères. Elle accueillit, et il pardonne. Peu importe le nombre de blessures qui ont été ouvertes, peu importe le temps qui a passé, l'amour d'une mère n'a pas de date d'expiration. Il ne peut pas être bloqué par un écran de téléphone portable. Il ne peut pas être effacé par les paroles empoisonnées de ceux qui ne comprennent pas sa profondeur. Aujourd'hui, des mois plus tard, Ricardo et moi avons reconstruit notre relation, mais d'une manière différente, plus mature, avec de vraies limites saines, celles qui respectent l'espace de l'autre sans annuler l'amour qui nous unit. Il a appris que le véritable amour ne contrôle pas, n'isole pas, ne manipule pas. Et j'ai appris qu'être une mère ne signifie pas renoncer à moi-même, que je peux aimer mon fils intensément, et pourtant avoir ma propre vie, mes propres rêves, ma propre identité. La douleur du blocage ne disparaîtra jamais complètement. Elle restera comme une cicatrice invisible, me rappelant que même les amours les plus profonds peuvent être mis à l'épreuve par la manipulation et l'égoïsme d'autrui. Mais elle restera aussi comme la preuve de ma force, que j'ai survécu au rejet le plus douloureux qu'une mère puisse affronter et que j'en suis ressortie plus entière, plus consciente, plus digne. J'ai appris que tout silence n'est pas abandon. Parfois c'est une stratégie, et que toute reconnexion n'est pas une faiblesse. Parfois c'est de la sagesse. J'ai appris que pardonner ne signifie pas oublier, mais plutôt choisir de ne pas laisser l'amertume consume. Et surtout j'ai appris que ma valeur en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'être humain, n'a jamais dépendu de la validation de qui que ce soit, pas même de mon fils. Ma valeur était en moi depuis toujours. J'avais juste oublié ça quand j'ai fait de la maternité ma seule identité. Aujourd'hui je suis mère, mais je suis aussi Claudine, brodeuse talentueuse, amie loyale, femme en constante reconstruction, et surtout survivante d'une guerre silencieuse qui a failli me détruire mais qui au final m'a appris à ne plus jamais permettre à quiconque d'éteindre ma voix, de bloquer ma présence, ou de remettre en question mon droit d'exister pleinement dans tous les espaces que je choisis d'occuper. C'est mon histoire, douloureuse mais réelle, difficile mais transformatrice, et si elle vous touche d'une façon ou d'une autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des milliers de femmes qui affrontent des batailles similaires, apprenant qu'aimer, ce n'est pas s'annuler, et qu'être aimé ne devrait jamais coûter notre dignité.